Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 56e Up Conférence. Je m'appelle William Eland Goldsmith et je représente ce soir le groupe SOS. Vous dire un petit mot sur les Up Conférences pour vous présenter un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas. Les Up Conférences, ce sont des rencontres qui sont organisées par le groupe SOS qui ont pour vocation de donner la parole à celles et ceux qui incarnent l'innovation, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, économique, environnementale, et à travers ces prises de parole, contribuer à faire bouger les lignes en diffusant un mode de pensée un peu différent et donc contribuer à porter le changement. C'est une date un petit peu particulière aujourd'hui pour les Hub Conférences puisque nous célébrons quasiment jour pour jour nos 2 ans. Donc on a mis en place un dispositif un peu particulier avec 2 événements organisés déjà ce matin. Et donc pour conclure cette journée un peu spéciale, une Hub Conférence sur l'économie contributive avec Bernard Stiegler qui nous fait l'honneur donc d'intervenir à cette Hub Conférence. Également vous dire que les Hub Conférences existent grâce au soutien de nos partenaires qui sont le Crédit Coopératif, Accenture, la mairie de Paris et Danone Communities. Et évidemment remercier également les partenaires presse du projet qui sont Up le Mag, Libération, Radio Classique et l'Express.fr. Les Hub Conférences, je le disais tout à l'heure, sont organisées par le groupe SOS. Le groupe SOS est une organisation qui fête ses 30 ans cette année, qui est un acteur de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social et qui organise toute une série d'événements au cours de cette année anniversaire pour faire mouvement autour de l'innovation sociale et de ses acteurs. Enfin, pour terminer, un petit mot sur le dernier né de la galaxie Up, que certains d'entre vous connaissent sans doute, Up Campus, qui est un réseau social qui permet à tout à chacun de faire des rencontres avec ceux qui se retrouvent dans les logiques justement de changement, et puis de partager vos connaissances, vos compétences, et de participer au mouvement Up. Voilà, j'en ai terminé. Encore une fois, merci à tous. Également, merci aux internautes qui nous suivent, puisque la conférence est diffusée en live streaming sur notre site internet. Il me reste plus qu'à passer la parole à Gaïané, la remercier pour sa présence et vous souhaiter à tous une excellente soirée. Merci et puis évidemment merci également à la Gaîté Lyrique de nous accueillir toujours aussi chaleureusement. Bonne soirée à tous. Alors merci, bonsoir à tous. En effet, je suis Gaïané, je me présente en 2 mots. J'ai créé une agence qui s'appelle Ondine et qui est spécialisée dans la production de contenu en temps réel sur événements. Ce soir, du coup, j'ai l'honneur d'interviewer Bernard Stiegler à côté de moi. On va parler donc d'économie contributive. En effet, notre invité décèle dans l'essor des logiques coopératives, l'économie du partage, les dynamiques de co-construction, l'open source, les réseaux peer-to-peer, l'émergence d'un nouveau modèle économique qui serait appelé à remplacer un capitalisme qui a montré ses limites. Bernard Stiegler qui fait de ses pratiques et modes de travail son champ d'investigation, donc nous en parlera plus profondément. Cette soirée va se découper en 2 parties. La première partie sera simplement un échange avec lui et la deuxième partie sera ouverte à vos questions si vous en avez. Et nous réservons du coup 15-20 minutes de questions avec le public et sur Twitter s'il y en a. Je vais simplement commencer par une petite biographie quand même pour vous présenter l'intervenant. Donc Bernard Stiegler est philosophe, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Il est également président de l'association Ars Industrialis et directeur de l'Institut de recherche et d'innovation, en plus bien sûr d'enseigner dans différentes universités. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Le dernier en date, je crois, c'est Pharmacologie du Front National. Et ce soir, on va plutôt parler de toute cette question de la contribution. D'ailleurs, en parlant de contribution, vous pouvez tout aussi bien contribuer également à la soirée en participant sur Twitter, en posant vos questions également. N'oubliez pas le hashtag UpConf et nous essaierons de relayer ces questions dans la deuxième partie. Donc, on va commencer d'abord par un petit sondage qui a été publié par le groupe SOS sur le site upconférence.fr. Ce sondage posait la question, selon vous, l'impact des nouvelles technologies dans l'organisation du travail et
bénéfiques. Elles introduisent plus de souplesse et d'efficacité pour les salariés. 31% des internautes ont répondu cette réponse. Cet impact serait inquiétant. À ce rythme, les machines risquent un jour de remplacer les hommes. Donc 34% cette fois ont répondu cet item-là. Et le dernier item, trop limité, l'impact est trop limité, les entreprises peinent à s'y adapter et à sortir de leur organisation traditionnelle. 35% ont répondu cet item-là. Donc là, je vais vous demander peut-être simplement un petit commentaire sur ce sondage. Je pense que les gens ont raison dans les trois réponses, si je puis dire. Je pense que les technologies apportent des choses bénéfiques, bien sûr. Technologies numériques, notamment. Il n'y a pas que les technologies numériques. Que le développement des technologies est inquiétant, néanmoins. Et d'ailleurs, mon dernier livre s'appelle « La société automatique ». Le sous-titre, c'est « L'avenir du travail ». Oui. Et il commence par poser le problème de l'automatisation, comme son nom l'indique, et qui est un sujet à la fois inquiétant et prometteur. Très 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 inquiétant parce que personne ne va en parler. Ça veut donc dire que personne ne se prépare au problème et que tout va nous tomber dessus, avec des gens, eux, qui y réfléchissent beaucoup par contre, sans en parler. Et donc on va se retrouver, s'il ne se passe rien, devant un état de fait, face auquel on sera sans doute très très impuissant. Donc je me mobilise beaucoup en ce moment. On parle de lanceurs d'alerte pour lancer une sorte d'alerte, mais pas tellement. Moi, les alertes, c'est important d'en lancer, mais à condition d'avoir aussi des propositions positives à faire. Donc j'essaie surtout d'alerter les gens en leur disant mais ne désespérez pas parce qu'il y a des choses formidables aussi qui sont possibles dans ce contexte-là. Trop limité, oui, trop limité, bien sûr. C'est trop limité parce que il faudrait qu'aujourd'hui on s'empare de l'enjeu, je ne veux pas dire des nouvelles technologies, mais du numérique à proprement parler, de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus résolue, beaucoup plus systématique qu'on ne le fait. On continue à traiter ça d'une manière anecdotique quand même, encore très 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 souvent. Et je trouve ça ennuyeux. Mais, ennuyeux, quand je dis ennuyeux, préoccupant. Voilà. Mais cela étant, les réponses au sondage, je pense, sont assez rationnelles. D'autant plus qu'elles sont vraiment très partagées, un tiers partout. On peut être d'accord avec les trois positions. C'est-à-dire que, j'insiste sur ce point. On m'entend souvent dire ça, donc on risque d'être un peu lassant de répéter toujours la même chose, mais le numérique est un pharmacone. Donc il est dangereux, il est bénéfique et il est prometteur. Mais après, une fois qu'on a dit ça, il faut en tirer des conséquences. Merci. On va continuer plutôt sur le sujet, l'économie contributive. Et je vais vous demander peut-être en premier lieu de nous présenter un peu ce concept que vous développez et ses grands principes. Je parle d'économie contributive depuis une dizaine d'années. Ça fait d'ailleurs presque exactement 10 ans qu'Arsenius Realis existe. C'est dans le contexte d'Arsenius Realis que ce concept s'est développé. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai développé tout seul, loin de là. Au sein d'Arsenius Realis, il y a beaucoup de monde. Et c'est, parfois je dis, une coopérative de savoir. C'est-à-dire que c'est un endroit où des gens sont associés, puisque c'est une association, pour échanger à partir de compétences qu'ils ont. Alors, en tant que citoyens, nous avons tous des compétences de citoyens. Nous avons en tant que parents des compétences d'éducateurs, en tant qu'étudiants des compétences d'étudiants, etc., etc. Et puis après, il y a des compétences qui sont très spécifiques, et nous essayons de réunir un large spectre de telles compétences spécifiques avec ces compétences génériques pour essayer de penser vraiment globalement, d'un point de vue vraiment citoyen, alors on peut l'appeler comme ça, et rigoureux. Et d'ailleurs, un point de vue citoyen, c'est en principe un point de vue rigoureux, parce que la citoyenneté, c'est en principe un processus d'argumentation rationnelle qui la gouverne. Et nous essayons d'appréhender un processus de transformation donc qui s'opère. Alors là, je viens à la réponse à votre question. Selon nous, depuis surtout une vingtaine d'années, mais c'est un peu plus ancien que ça en réalité. Ça fait presque 40 ans, 35 ans.
que j'ai vu moi-même, dont j'ai commencé à considérer que c'était un processus important, très important même, lorsque j'ai dû m'intéresser pour des raisons très professionnelles à l'organisation du travail dans le free software, dans le logiciel libre. Pendant une dizaine d'années, j'ai regardé ça, je dirais, depuis mes activités professionnelles, parce que j'ai découvert ces questions quand j'étais à l'INA et que je m'occupais d'un département qui s'appelle le département innovation de l'INA, où il y avait des chercheurs et des développeurs et qui travaillaient dans le modèle du logiciel libre, que j'ai retrouvé quand je suis passé à l'IRCAM, puisque tous les développements de l'IRCAM sont en libre aussi. Et j'ai découvert un modèle d'organisation du travail extrêmement intéressant, en particulier parce qu'il vient contrarier l'idée qu'on se fait depuis très longtemps, en particulier depuis Karl Marx, qui est que l'organisation industrielle du travail conduit nécessairement à la prolétarisation des travailleurs. Moi-même, je pense ça toujours. Je pense que Marx avait raison de le dire. Sauf que je pense que avec le logiciel libre, quelque chose a changé, qui est qu'une organisation industrielle, parce que le logiciel libre c'est très industriel, repose non plus sur la prolétarisation des travailleurs, mais sur la déprolétarisation des travailleurs. C'est-à-dire sur quoi? Alors, il faut que je redise ça aussi, c'est important. Prolétarisation ne veut pas du tout dire paupérisation ou appauvrissement. Il y a des prolétaires très riches, Alan Greenspan par exemple, qui est un prolétaire. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais il a gagné beaucoup d'argent en tant que président de la Réserve fédérale des États-Unis. Un prolétaire, c'est quelqu'un qui perd son savoir en se soumettant à la tâche définie par son poste de travail. Donc ça commence au début du 19e siècle avec les ouvriers postés, les ouvriers du travail manuel, les producteurs manuels, comme on les appelle, les travailleurs manuels, et qui vont perdre leur savoir-faire. Bon, ça a été très très bien décrit par Marx, et avant lui d'ailleurs, déjà par Adam Smith, et puis ça va être très bien décrit par toutes sortes de gens, y compris Émile Durkheim, etc. Enfin, pas simplement des économistes ou des philosophes, mais aussi des anthropologues, des psychologues du travail, etc. Jusque dans les années 50, au XXe siècle, 1950, quelqu'un de très important qui s'appelle George Friedman, qui est un philosophe et un sociologue du travail. Et cette prolétarisation du travailleur, dont Marx disait déjà en 1848 qu'elle allait s'étendre à tous les postes de travail de la société industrielle, qu'elle finirait par atteindre même les patrons. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé au cours du XXe siècle par la prolétarisation aussi des consommateurs, pas simplement des producteurs, parce que les consommateurs ont perdu leur savoir-vivre. C'est ce que nous appelons savoir-vivre. Ça ne veut pas dire l'étiquette au 16e arrondissement, vous avez du savoir-vivre. Ça veut dire être capable de définir, dans la société dans laquelle on vit, les manières dont on doit vivre, les règles de vie. Il y a une manière d'organiser ça qui s'appelle la police grecque, la cité grecque, ça s'appelle la citoyenneté. Et nous soutenons Ars Industries que le marketing a totalement court-circuité ça, que nous ne décidons plus de rien du tout. C'est pas au Parlement européen ou au Parlement français qu'on décide de comment nous allons vivre, c'est au board de Google, au conseil d'administration de Google ou dans ce genre d'instance-là, tel que le marketing stratégique, il propose des changements de mode de vie. Ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs des disruptions. Et puis il y a un troisième stade de la prolétarisation qui est apparu à la fin du XXe siècle et qui se développe très 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 fortement en ce moment avec l'automatisation de la prise de décision, ce qu'on appelle les big data et tous ces processus-là. Et ça, c'est ce que Greenspan décrit lorsque, je décris ça au début de mon livre, lorsque en octobre 2008, le Sénat américain lui demande d'expliquer quand même comment il fut possible d'inventer un système aussi dangereux et pervers que les subprimes et les credit default swaps et toutes ces choses-là. Et il répond, parce que c'est l'automatisation, on ne sait plus comment ça marche vraiment. Il décrit exactement ce que disait Marx en 1848. Alors, il se trouve que nous croyons, nous, Ars Industrialis, que surtout depuis avril 93, c'est-à-dire depuis que le web est devenu un service accessible à n'importe qui dans le monde gratuitement et librement, n'importe où, y compris en Chine, y compris, enfin absolument dans tous les pays, y compris en Arabie Saoudite, etc., quelque chose s'est produit
qui est ce que maintenant j'appelle la réticulation généralisée des êtres humains, parce que vous n'avez peut-être pas de smartphone, mais moi j'en ai un comme plein de gens, et je suis réticulé en permanence. Bon, je produis plein d'informations sur moi-même et les autres, d'ailleurs sans même m'en apercevoir, et ce processus de réticulation, il présente des aspects qu'on a découverts depuis 2 ans, avec un an et demi avec Snowden, un an 2 ans, je ne sais plus. 1 an et demi, un peu plus même. Presque 2 ans. Il produit des effets dont on a découvert depuis quelque temps qui peuvent être extrêmement dangereux et pervers, mais il a produit d'abord une extension du logiciel libre absolument fondamentale, une exportation du modèle du logiciel libre dans d'autres domaines, dont les wikis en particulier, et donc Wikipédia et toutes ces choses-là. L'open source qui est devenu aujourd'hui le secteur d'organisation du travail de référence, parce que maintenant, le logiciel propriétaire classique, etc., ça devient totalement archaïque. Et donc, il y a eu une transformation là extrêmement profonde avec quelque chose de formidablement prometteur, où les gens ne sont plus soit des producteurs prolétarisés, soit des consommateurs prolétarisés, mais ils deviennent des contributeurs qui sont ni des producteurs, comme vous le dites très bien d'ailleurs dans le titre, ni des consommateurs, mais des participants, des partenaires, des personnes qui reprennent collectivement, en plus, des capacités d'individuation psychique et collective. Alors ça, c'est ce que nous pensons être la grande promesse de l'économie contributive, ce qui se traduit par toutes sortes de choses avec des aspects négatifs, hein. Parce que le sharing, c'est très très bien, mais ça en est un aspect de l'économie contributive. Mais ça a des effets. Demandez aux chauffeurs de taxi ce qu'ils en pensent, ils sont pas très très contents. Et il faut bien se rendre compte qu'ils ont raison de ne pas être contents et qu'il ne faut pas se dire, après tout, c'est des archaïques, on s'en fout. Non, il ne faut pas s'en foutre. Parce que il faut faire très attention à ces transformations, il ne faut pas les laisser. Derrière ces modèles très transformateurs, je dirais moi volontiers révolutionnaires, le marketing dit disruptif, il y a des modèles ultra-libertariens qui ne sont pas forcément sympathiques du tout. Dans le monde des hackers, vous parliez de hacker la France tout à l'heure dans notre discussion, il y a quelqu'un d'intéressant qui s'appelle Evgeny Morozov, qui connaît bien tout ça, qui dit oui, c'est vrai, mais les grandes compagnies très libertariennes disent il faut hacker l'État fédéral américain, ça veut dire flinguer complètement la puissance publique, ça veut dire se substituer à Washington et remplacer ça par les conseils d'administration des grands groupes américains, et donc c'est quand même pas forcément très sympathique. Surtout quand ça se fait en étroite concertation avec les services secrets, etc., etc. Donc voilà, nous essayons, nous, à Ars Industrialis, de promouvoir une industrie et une économie contributive qui soit de bonne facture. Car l'économie contributive, aujourd'hui, ça existe. C'est même le secteur le plus développé et le plus dynamique. Google, c'est totalement contributif. Mais nous ne pensons pas que parce que Google est contributif, Google est un bon modèle. Pas du tout. Donc il peut y avoir du très mauvais contributif. D'accord. Et justement, vous avez tout à l'heure parlé un tout petit peu de l'économie collaborative, du sharing. Je voulais avoir un petit peu votre avis, la différence surtout entre ce que vous appelez l'économie contributive et ce que on entend régulièrement tout le temps, dans les médias notamment, l'économie collaborative. Quelles sont les différences, s'il y en a, et comment elles se rejoignent ? Je ne sais pas vous répondre précisément parce que ça mériterait, c'est compliqué, c'est une question compliquée. Beaucoup de gens, sous le mot collaboratif, désignent ce que nous appelons contributif. Beaucoup de gens, sous le mot contributif, entendent ce que des gens appellent le collaboratif en un sens que je trouve beaucoup trop restreint. Donc, je crois qu'il y a d'abord collaboratif, ça veut dire qu'il favorise le travail collectif. Donc, par exemple, une organisation dans une entreprise par exemple un réseau social d'entreprise, d'une collaboration plus horizontalisée, c'est de l'économie collaborative, c'est de l'économie, disons, c'est de l'organisation collaborative, c'est pas pour autant forcément de l'économie contributive. Nous, l'économie contributive, nous pensons qu'elle repose d'abord sur une définition d'un large spectre de possibilités de contribution. On peut contribuer de plein de manières, d'abord en payant ses impôts. Autrefois, l'hôtel des impôts s'appelait l'hôtel des contributions. Moi, je suis pour les impôts. Je suis pour la mutualisation des risques, pour la prise en charge de droits sociaux, la péréquation un petit peu comme SOS, de créer du quotient social, etc. Et je suis pas pour que tout le monde paye
tout le même prix, que Bill Gates paye le même prix que les gens qui crèvent de faim dans le Sahel pour les mêmes choses. Non, pas du tout. Je pense que Bill Gates doit payer beaucoup plus cher. Et infiniment plus cher. Mais donc, si vous voulez, l'économie collaborative, qui est souvent pensée avant tout comme un processus d'horizontalisation. Ça fait partie, c'est une des dimensions de ce que nous appelons nous l'économie contributive. L'économie contributive est collaborative. Mais toute économie collaborative n'est pas forcément contributive au sens où nous l'entendons nous. Voilà. Collaborative, l'économie contributive l'est parce qu'elle passe par l'horizontalisation, mais elle ne s'arrête pas à l'horizontalisation. Par exemple, nous pensons, nous, que il y a des processus de verticalisation et de diagonalisation, pas que de l'horizontale. Et que le problème, c'est pas tellement de supprimer les verticales, c'est de faire que les verticales puissent aller dans ce sens-là, et pas simplement dans ce sens-là, et qu'il puisse aussi y avoir des diagonales, même des boucles, et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir créer toutes sortes de processus dynamiques à partir du moment où ils sont positifs. Après, nous avons une approche systémique de ces questions. C'est-à-dire que, pour moi, je sais pas, une entreprise, un pays, un groupe social, une famille, un individu même, y compris un asticot, qui est un individu vivant, pas forcément un individu psychique, c'est ce qu'on appelle en théorie des systèmes un système dynamique. Et il y a des règles dans les systèmes dynamiques. Un système dynamique, par exemple, a toujours une fonction top-down. C'est-à-dire une fonction de régulation. Il y a toujours, que ce soit le régulateur à boules ou les machins comme ça, il y a toujours un processus de régulation qui s'opère. Par exemple, dans mon corps, là, il y a beaucoup de processus de régulation qui sont en train d'opérer en ce moment. S'ils n'opéraient pas, mon corps très très vite deviendrait, se décomposerait, enfin disons, mourrait. Alors, l'économie contributive, c'est une économie qui essaye de prendre en compte ces questions-là, mais sur un registre qui n'est pas le registre, ni de ce qui s'est développé, disons, depuis le 19e siècle, à travers un modèle extrêmement descendant, très hiérarchique, etc., ni des modèles antérieurs d'avant la révolution industrielle, d'avant la chute de l'ancien régime et toutes ces choses-là. Là, je parle pour la France parce que je parle des pays que je connais, parce que nous ne croyons pas du tout à la restauration de modèles anciens, mais nous pensons en revanche qu'il est très très important d'organiser, disons, l'économie contributive. En disant, par exemple, il y a toujours du top-down, et quand il n'y en a pas, vous avez l'impression qu'il n'y en a pas, c'est parce qu'on vous le cache. Par exemple, sur Facebook, il y a énormément de top-down, mais vous ne le voyez pas parce que Facebook ne veut pas que vous le voyez, parce que si vous étiez capable de le voir, vous commenceriez à le critiquer. Et en plus, c'est un secret industriel protégé par de la propriété industrielle, et qui fait système avec le fait que vous avez signé plein de trucs quand vous êtes entré sur Facebook qui font que tout ce que vous avez mis sur Facebook ne vous appartient plus. Donc vous ne savez plus comment vous êtes dirigé et téléguidé par ce système, plus rien ne vous appartient, etc. Et on vous dit, mais c'est top-down, c'est magnifique, c'est bottom-up, on vous dit, c'est pas du tout bottom-up. Bon. Alors voilà, nous pensons que l'économie contributive, c'est une économie qui est capable de traiter toutes ces dimensions-là, et aussi c'est une macroéconomie. Parce que très souvent, ce qu'on nous présente comme une économie collaborative, par exemple, ou une économie contributive dans un sens restreint, c'est présenté comme une microéconomie. Dans le langage des économistes, on dirait que c'est une économie de la firme. C'est-à-dire, voilà, on monte un projet, une entreprise, une start-up, une association, etc. On est dans l'économie sociale et solidaire, ou on est dans le sharing, et hop, on va développer un discours économique qui est à l'échelle de la firme. Nous disons, non, l'économie c'est macroéconomique. C'est-à-dire que ce qui fait qu'une économie fonctionne, c'est pas au niveau de la firme, c'est au niveau de l'ensemble des firmes, telles qu'elles ont des relations entre elles, qui y compris sont des relations non monétarisées. Par exemple, les enfants élevés par les mamans, ce n'est pas monétarisé. C'est monétarisé par les allocations familiales, mais c'est pas une monétarisation par le marché, c'est une monétarisation par la régulation, qui va faire que, par exemple, on va valoriser des externalités positives qui ne sont pas dans la firme. Puisque externalité veut dire justement hors de la firme. Voilà, donc nous pensons qu'il faut, si vous voulez, je reprends le titre d'un bouquin que j'avais écrit un peu pour défendre ce point de vue, il faut faire une nouvelle critique de l'économie politique à partir de la question de l'économie contributive, dans une approche qui consiste à dire il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de producteurs, il y a un processus de déprolétarisation. La question fondamentale, ce sont les externalités positives, en tant qu'elles produisent des savoirs-faire, des savoir-vivre, des savoirs théoriques. Ces savoirs sont valorisés
dans cette économie contributive et, quand c'est possible et nécessaire, monétariser ou monétiser par des voies qui peuvent être soit le marché lui-même, parce qu'on n'est pas du tout... D'ailleurs, l'économie contributive ne se présente pas comme une alternative au capitalisme. Nous ne disons pas que nous allons renverser le capitalisme. Nous ne disons pas non plus que nous sommes une nouvelle forme, que nous défendons une nouvelle forme du capitalisme. Nous disons que nous n'en savons rien. Mais par contre, nous disons que c'est un nouveau modèle industriel et que s'il combat le capitalisme, c'en est un qui s'appelle le consumérisme. Et là oui, c'est vraiment une lutte contre le capitalisme consumériste. Justement, en parlant de transition d'un modèle à un autre, est-ce que vous voyez des signes ou des preuves qui annoncent la transition vers ce modèle contributif ? Disons que, alors je redis ce que je disais tout à l'heure, on est déjà dans le modèle contributif. Parce que l'économie qui gagne beaucoup d'argent souvent, c'est l'économie contributive. Toutes ces technologies de réseaux sociaux et de recommandations, de moteurs de recherche, de navigation, etc., ce sont des technologies basées sur la contribution des internautes, donc ce sont des économies contributives, et ce sont elles qui gagnent le plus d'argent, qui d'ailleurs sont en train de reprendre le contrôle de la métallurgie, de la médecine, de la biologie, à peu près tout, de l'urbanisme, des smart cities, etc., qui deviennent très 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 hégémoniques, et à mon avis extrêmement dangereuses d'ailleurs. Mais, donc c'est déjà là l'économie contributive. Est-ce qu'il y a des signes d'émergence donc de l'économie contributive ? Oui, ils sont absolument massifs, il suffit de lire les pages roses du Figaro, c'est en première page tous les jours. Est-ce qu'il y a des signes d'émergence d'une nouvelle et bonne économie contributive, au sens où je le disais tout à l'heure ? Ça c'est une autre question. Je ne le dirais pas comme ça. Mais je ne poserai pas la question exactement comme ça. Je poserai plutôt la question en disant qu'il y a des signes d'un effondrement programmé et inéluctable de l'économie consumériste, qui a déjà craqué depuis 2008 d'ailleurs largement, puisque ce qu'on a découvert, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, parce que il y a encore beaucoup de travail qui est fait pour nous masquer cette réalité. Donc il y a encore plein de gens qui n'ont pas bien compris ça. Ce qu'a montré 2008, c'est que le système n'était pas solvable. Et que pour que les gens qui, depuis la révolution conservatrice, ont vu des baisses de pouvoir d'achat absolument considérables, pas simplement les chômeurs, mais les travailleurs, pas simplement les travailleurs manuels, mais les classes moyennes, comme on les appelle, donc les gens qui gagnaient plutôt pas mal leur vie. La classe moyenne aux États-Unis, dans les années 60-70, gagnait beaucoup d'argent. Bon. Elle a plongé dans ses revenus, complètement plongé. Pourquoi ? Parce que la révolution conservatrice, ça a été le capital reprend le contrôle total de la redistribution et exerce contre l'emploi, contre le travail, une pression énorme en mettant en concurrence les travailleurs occidentaux avec les travailleurs du monde entier, et donc diminue énormément les salaires. Le nombre d'employés d'une part, et d'autre part la masse salariale, enfin le revenu moyen des travailleurs. Le résultat a été que les travailleurs sont devenus moins solvables. À partir du moment où ils sont devenus moins solvables, ils pouvaient acheter moins d'automobiles, moins de maisons, moins de biens de consommation. Donc on a créé des crédits pourris, comme on les appelle, parce que maintenant on les appelle comme ça, à l'époque on les appelait évidemment pas comme ça, qui sont en fait des patates chaudes qu'on se refile et qui sont des crédits insolvables. Bon, et qui ne fonctionnent que par la spéculation. À partir du moment où en 2008, d'un seul coup, on s'est aperçu qu'il y avait des créditeurs, enfin des débiteurs, qui étaient insolvables, parce que subitement il a commencé à y avoir en 2007 des opérations de liquidation d'insolvabilité, puis ça a créé une réaction en chaîne, ça a conduit à l'effondrement de Lehman Brothers, et on s'est aperçu qu'en fait, tout était insolvable. Parce qu'on dit aujourd'hui les États sont insolvables, ce qui est vrai, mais les États sont insolvables parce qu'ils ont renfloué les banques qui étaient devenues insolvables, etc., et qu'il y a une insolvabilité généralisée qui s'est développée. Donc en 2008, on a commencé à voir cela. Nous sommes maintenant en 2015. J'aime bien rappeler ce genre de choses. En 2015, nous sommes par rapport à 2008, comme on était en 1936 par rapport à 1929. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je dis cela. C'est qu'en 1936, ça faisait déjà 3 ans que Roosevelt et Keynes avaient proposé un autre modèle. Nous, ça fait 6 ans que nous sommes dans cette nasse, 7 ans même maintenant, et qu'il n'y a toujours rien qui se présente comme alternative. Et que la seule chose qui s'est passée, c'est qu'on a mis de nouveaux mécanismes de dissimulation d'insolvabilité à la place.
Là-dessus arrive l'automatisation. L'automatisation n'est pas arrivée aujourd'hui. L'automatisation commence avec l'industrialisation. Sauf que je soutiens que, en me référant à des études qui pullulent en ce moment dans le monde entier, on dit dans ces études que on va perdre, selon les études, dans les 10 à 20 ans qui viennent, entre 30 et 70% des emplois. Le plus pessimiste, c'est Randall Collins, qui est un marxiste américain. Il dit que les États-Unis pourraient perdre jusqu'à 70% des emplois. Perdre sans remplacement. C'est-à-dire c'est la perte sèche. C'est une fois que les nouveaux emplois créés ont été comptabilisés. Donc il y a un risque d'effondrement. Il y a plus qu'un risque. Inéluctablement, le système économique va s'effondrer. Ça ne peut pas se passer autrement. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1933 lorsque Keynes a proposé à Roosevelt ce modèle de welfare state? C'est qu'en fait, il a généralisé un processus de redistribution par les salaires qui faisait qu'il garantissait que le travail était rémunéré de manière suffisante pour qu'il soit capable d'absorber la production. Et que donc le producteur devenait un consommateur solvable. Il n'est plus solvable déjà depuis une trentaine d'années, ce consommateur. C'est pour ça que les crédits sont en train d'insolvabiliser les États et les banques. Et en plus, maintenant, on risque de passer d'un taux de chômage officiel à 12% aujourd'hui, ou 13%, à 25% ou 30%. Roland Berger dit 3 millions d'emplois perdus dans les 10 ans qui viennent en France. Ça va faire un chômage à au moins 20, 22, 23%. Ça, c'est le chômage officiel, parce qu'en plus, il y a tous ceux qui sont au chômage et qu'on a sorti des chiffres. Donc, c'est insoutenable. C'est insoutenable, d'abord, parce que les gens ne supporteront pas. Parce que ça veut dire qu'il y a des quartiers où les jeunes seront au chômage à 90 ou 95%. Donc, ce sont des bombes. Et d'autre part, de toute façon, c'est pas solvable économiquement. C'est-à-dire que, de toute manière, cette production automatisée ne trouvera pas de clients. À partir de là, il va falloir trouver des solutions. Nous disons qu'il y a évidemment des solutions, et ces solutions, c'est la véritable économie contributive. Et la véritable économie contributive, c'est ce que nous appelons l'économie basée sur le revenu contributif. Et le revenu contributif, c'est un revenu qui est basé sur le régime des intermittents du spectacle. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde devienne intermittent du spectacle, ça ne veut pas dire que les gens vont être chômeurs 8 mois de l'année, vont être en production 3 mois de l'année, puis ils auront un mois de vacances. Non, ça veut dire que, outre le revenu minimum d'existence que nous avons toujours soutenu à Ars Industrialis, parce que nous pensons que c'est mieux que rien, mais nous avons toujours dit aussi, n'oublions jamais que c'était une proposition de Milton Friedman, donc d'un ultralibéral, qui disait les pauvres, on leur donnera de quoi acheter un peu de Coca-Cola et de frites, et ils nous foutront la paix, et nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette vision des choses. Maintenant, nous disons que, comme le disait d'ailleurs Michel Rocard lorsqu'il a créé le RMI, revenu minimum d'insertion, c'était en référence à cela, sur les préconisations d'André Gorz et des gens comme ça, nous disons c'est mieux que de laisser les gens totalement sans ressources, bien entendu, et c'est beaucoup mieux que beaucoup de minima sociaux aujourd'hui. Mais une économie, ça fonctionne sur un processus dynamique de valorisation, et de valorisation des savoirs. Et en particulier dans une société contributive qui repose sur des technologies contributives, parce qu'il y a des technologies contributives qui rendent possible l'économie contributive et qui facilitent la circulation des savoirs, l'augmentation des savoirs collectifs, l'élévation de l'intelligence collective, etc. La question fondamentale, c'est de créer un processus de valorisation, de captation, d'entretien, de développement et de valorisation des savoirs sous toutes leurs formes. Et si vous regardez ce que font comment la manière dont fonctionnent les intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle, qui sont des gens que je connais bien aussi, parce que dans mes activités professionnelles, j'en ai beaucoup fait travailler. Ce sont des gens qui ont un régime particulier, qui leur donne droit à, pendant les périodes où ils ne sont pas salariés, ou employés, éventuellement par un contrat de droit d'auteur ou autre, qui n'est pas forcément un salaire, eh bien, ils sont éligibles à un régime d'allocation de chômage qui leur permet de développer leurs compétences, leur savoir. J'aime bien employer le mot d'Amartya Sen, leur capacitation, leur capacité. Pourquoi est-ce que j'emploie le mot d'Amartya Sen ? Parce qu'Amartya Sen, pour moi, c'est aussi une découverte que j'ai faite à peu près à l'époque où on a créé Ars Industrialis.
Amartya Sen a soutenu, c'est comme ça d'ailleurs qu'il est devenu celui qui a critiqué les indicateurs de la croissance, le PIB, etc., et a dit il faut remplacer ça par les indicateurs de développement humain. Il a montré que l'espérance de vie des Bangladais était supérieure à l'espérance de vie des habitants de Harlem, et alors que c'est totalement paradoxal en apparence, puisque les conditions de vie au Bangladesh, surtout à cette époque-là, c'est les années 70, sont incroyablement plus rudes que à Harlem, et bien pourtant les gens vivent plus longtemps. Et il dit ils vivent plus longtemps parce qu'ils ont maintenu les savoirs collectifs, des savoir-faire, des savoir-vivre, etc. Et les habitants de Harlem, ils sont totalement prolétarisés en tant que consommateurs. Ils ne savent plus rien faire. Ils sont totalement dépendants du système. Et à partir de là, ils sont beaucoup plus fragiles. Nous soutenons que la société contributive est une société qui produit ce que dans un langage que je n'emploie pas beaucoup, on appelle aujourd'hui de la résilience, et qui permet aux gens d'être beaucoup plus forts, et non seulement plus forts et plus capables de résister à l'adversité, mais ils ont une force de proposition, c'est-à-dire qu'ils sont capables de modifier les situations, ils produisent de la valeur. Donc, par ailleurs, cette valeur, aujourd'hui, j'aime bien la rapporter à la question de l'anthropocène. Parce que depuis 15 ans, le concept d'anthropocène a été développé pour caractériser la situation dans laquelle nous serions depuis le début de la révolution industrielle, à savoir que l'homme est devenu un facteur géologique qui se substitue à l'holocène, et en tant que facteur géologique, il perturbe les grands équilibres de la biosphère, et ces perturbations produisent ce qu'on appelle en théorie des systèmes des désordres, et ces désordres, en théorie physique, on appelle ça de l'entropie. L'homme est en train de produire énormément d'entropie. Et le problème, c'est qu'en produisant de l'entropie, il se détruit lui-même, parce que l'entropie, c'est ce qui détruit le vivant. Et donc, il se détruit lui-même, outre qu'il détruit toutes sortes d'êtres vivants. Nous pensons, nous, que l'économie contributive, basée sur un revenu contributif qui fait du régime des intermittents du spectacle une matrice de redistribution, parce que c'est ça la question, comment on redistribue les gains de productivité, eh bien c'est très dynamique, ça produit de la négantropie. Les gens qui produisent du savoir produisent de la négantropie, de l'intelligence collective, au lieu de gaspiller, ils économisent, etc., etc. Quand je dis qu'au lieu de gaspiller, ils économisent, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des économes, non, ça veut dire qu'ils sont plus rationnels, et quand on est plus rationnel, on est plus économe, tout simplement. Rationalité économiste, c'est synonyme, en principe. L'économie d'aujourd'hui est totalement irrationnelle, donc c'est pour ça que Jacques Généreux appelle ça une déséconomie, une dissociété, voilà, qui est fondée sur une déséconomie. Nous ne sommes plus du tout dans une économie aujourd'hui, nous détruisons l'économie aujourd'hui. Et donc nous pensons, nous, qu'il est tout à fait possible de reconstruire cela, et nous disons qu'il faut pour cela entrer dans ce que nous appelons le néganthropocène. C'est-à-dire un âge où on ne produit plus de l'entropie, mais de la négantropie, et où on valorise, où les critères de redistribution sont liés à la valorisation de la négantropie. Ça veut dire que nous sommes en train de réfléchir en ce moment avec un territoire tout proche de Paris d'ailleurs, un territoire assez grand avec 400 000 habitants, à développer un territoire contributif qui va expérimenter ce genre de choses et qui va le faire dans une optique de produire de nouveaux modèles de redistribution, puisque la vraie question des automates, c'est comment on redistribue les gains de productivité. Est-ce que, par exemple, Bill Gates et les autres se mettent tous dans la poche ? Ou bien est-ce qu'ils partagent un petit peu pour que les gens soient capables de faire fonctionner le système ? À ce moment-là, quelles vont être les institutions de redistribution des gains de productivité ? Nous disons, ça veut dire qu'il faut des caisses contributives, des crédits contributifs, des projets d'investissement contributifs, une assemblée des projets contributifs territoriales qui définit ce qui est considéré comme étant producteur de négantropie, etc., etc. Est-ce qu'on a des exemples d'entreprises qui sont déjà dans ce modèle-là, mais dans la bonne économie contributive ? Non. Pas encore. Non, parce que, pour les raisons que je viens de vous dire, pour que l'économie contributive soit contributive au sens fort que je viens de vous dire, c'est un problème de macroéconomie. Et donc c'est un problème politique. Il y a un moment où il faut que ce soit une collectivité publique et privée, c'est un ensemble d'acteurs qui disent, nous, sur ce territoire-là, nous organisons la redistribution comme ça. Et ça, c'est pas un problème simplement d'économie, c'est un problème d'économie politique. C'est-à-dire, ça suppose un nouveau contrat social. Et ce nouveau contrat social, pour le moment, n'existe pas. Il y a des gens qui y réfléchissent. Michel Bowens et moi-même, nous avons collaboré avec l'Équateur. Et d'ailleurs, j'ai 3 chercheurs de Pharmacon. Pharmacon, c'est l'école de Ars Industrialis qui partent là, lundi prochain, en Équateur, pour 2 ans, je crois, pour travailler sur ces questions.
je connais d'autres endroits dans le monde où on réfléchit à ces questions-là, mais pour le moment, rien ne s'est vraiment concrétisé. Alors, puisque je viens de parler de Michel Bowens et de l'Équateur, ce que je viens de dire n'est pas sans rapport avec ce qu'on appelle les commons, ou les communs. Et nous allons organiser à Ars Industrialis bientôt une rencontre commun et économie contributive. Et ça n'est pas la même question. Mais l'une ne va pas sans l'autre. L'économie contributive ne va pas sans les communs et réciproquement. Mais c'est pas la même question. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on a le temps. Moi, je voulais vous demander encore, justement, est-ce qu'on peut dire que l'essor des nouvelles technologies ou du numérique a favorisé ou peut favoriser l'émergence de ce modèle-là, ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas le cas et justement avec sa double le fait qu'il soit à la fois bénéfique et mauvais peut aussi ralentir, freiner? Non, la réponse est absolument oui. C'est-à-dire que ce que je viens de décrire comme économie, nouvelle économie industrielle, dite contributive, ne peut pas exister sans le numérique. Elle ne peut pas exister sans le numérique parce qu'elle suppose des flux multidimensionnels, multidirectionnels, permanents. Enfin, quand je dis permanents, ils ne sont pas forcément permanents, mais je veux dire extrêmement ouverts et extrêmement capillaires, pouvant venir de partout tout le temps. Ça, c'est totalement le contraire de ce qui s'est développé au XIXe siècle dans l'organisation du travail, puis au XXe siècle avec les industries culturelles qui reposaient sur une professionnalisation de producteurs très spécialisés et une masse de consommateurs subissant sans voie de retour ce qui se passait. Le numérique a totalement transformé cela. C'est aussi pour ça que le numérique a été les réseaux numériques, je veux dire, le web et le net, ont été extrêmement favorables au développement, évidemment, des communautés de logiciels libres, par exemple, parce que pour travailler comme ça, il faut être réticulé. Alors évidemment, vous pouvez toujours être réticulé par le téléphone, mais d'abord par le téléphone, vous pouvez pas envoyer du code, vous pouvez envoyer du code par une lettre, mais bon, à ce moment-là, le temps d'interaction est tellement long que ça n'a plus d'intérêt. Donc il faut avoir ces vecteurs de transfert d'informations extrêmement rapides pour pouvoir organiser une telle économie. L'économie est toujours conditionnée par ces techniques. J'ai beaucoup étudié ces questions dans le champ de la préhistoire. Les préhistoriens savent très très bien comment les techniques non pas déterminent les formes sociales, parce que la même technique peut produire des formes de société très différentes, mais conditionne les formes sociales. Et donc il y a un conditionnement de l'économie contributive par le stade actuel de la technique. Ça ne veut pas dire que la technique va résoudre tous les problèmes. C'est pour ça que Morozov a raison quand il dit, il critique ce qu'il appelle le solutionnisme technologique. C'est pas la technique qui résout ces problèmes du tout, mais par contre c'est avec la technique qu'on résout ces problèmes. Maintenant, la technique peut produire, là je vous redis, je suis désolé, la même chose, mais peut produire du contributif très toxique. Et donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'on va vers du contributif, c'est est-ce qu'on va vers du contributif intéressant, bénéfique, juste et néganthropique. Et du coup, la question qui peut aller avec, c'est est-ce que les politiques peuvent s'en emparer et favoriser aussi ce mouvement? Est-ce que certains le font déjà? Ça, c'est un sujet vraiment difficile. Je pense que quand on est futur candidat aux élections de 2017, si on commence à dire, vous savez, 3 millions d'emplois sont perdus dans 10 ans, on a déjà perdu les élections. Donc c'est un des gros problèmes de la démocratie actuelle, qui d'ailleurs, à mon avis, est une démocratie qui n'en a que le nom. C'est une agence de placement de candidats soutenue par des cabinets de marketing qui s'appellent le Parti Socialiste, l'UMP, le Front National et le Parti de Gauche. Mais je pense que là, il y a un gros problème. En même temps, je crois aussi, si vous voulez, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il peut y avoir des catastrophes positives. Je prends le mot catastrophe, non pas au sens habituel du terme, mais au sens de René Thom. Une catastrophe chez René Thom. René Thom, c'est un mathématicien qui a élaboré une théorie qu'on appelle la théorie des catastrophes. C'est la médaille Fields, par ailleurs, je ne sais plus en quelle année, pour cette théorie, qui en fait étudie les processus de morphogénèse de ce que j'appelais tout à l'heure les systèmes dynamiques. Lui n'appelle pas ça exactement comme ça, je crois, mais peu importe. Et il y a des processus catastrophiques qui sont parfois bénéfiques.
personnellement, je pense que les hommes et les femmes politiques de demain, si ça existe encore, parce que ce sera peut-être pas des hommes et des femmes, ce sera peut-être des groupes, ça sera peut-être parce que cette histoire de l'homme ou de la femme politique, c'est un truc très médiatique, qui a été fabriqué par les médias. Donc pour nous, c'est évident que Madame Royal, Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, Madame Le Pen et tout. Oui, mais au 19e siècle, c'était pas Madame ou Monsieur, c'était des mouvements sociaux. Bon, on va peut-être revenir un jour à ça, avec les nouveaux médias et tout ça. Quoi qu'il en soit, je pense que, disons, les acteurs politiques, que ce soit des hommes, des femmes, des groupes ou autre chose, qui compteront demain, sont ceux qui sauront faire de ce qui pourrait être une catastrophe au sens courant du terme, à savoir l'effondrement de l'emploi, etc., la grande chance du XXIe siècle, le grand processus révolutionnaire du XXIe siècle. Et je crois qu'il y a encore des hommes et des femmes politiques courageux qui sont capables de réfléchir. J'en connais. C'est pour ça que je peux travailler avec des territoires, d'ailleurs. En parlant d'emploi, justement, je lisais un article il y a pas très longtemps, mais il y en a de plus en plus sur toutes les personnes qui partent du salariat de leur propre chef ou non. Et l'article s'intitulait « Et si le salariat disparaissait ?» Vous avez dit vous-même qu'on va vers beaucoup de chômeurs avec l'automatisation. Comment on peut en tirer quelque chose de bon, justement, de toute cette automatisation et du coup de tout ce temps disponible des gens? En faisant que ce temps devienne solvable, c'est-à-dire que les gens qui ont du temps puissent le mettre à contribution, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire investir dans ce temps, sans être pour autant dans une situation salariée. Le salariat, alors d'abord, il ne faut jamais oublier que le salariat au XVIIIe siècle n'existait pas. Enfin, il pouvait y avoir, mais ça s'appelait pas un salariat, ça s'appelait des rentes, ça s'appelait, on avait un domestique, on lui donnait, ça avait un nom, je me souviens plus, et puis après, des gages, des gages, bon, les soldats avaient une solde, c'est d'où leur nom, etc. Donc c'était des espèces de formes de salaire, si on veut, mais ça s'est appelé salaire à partir du moment où c'est devenu la base de la rémunération du travail. Et à partir du moment où les ouvriers, qui étaient quasiment tous des artisans, parce que par exemple, même dans les manufactures, quand les ouvriers venaient travailler, ils amenaient leurs outils, c'était leurs outils, il n'était pas question qu'ils passent leurs outils à leurs voisins, parce que c'était leur outil, à l'outil d'un ouvrier, d'un vrai ouvrier, il est fait à sa main, donc s'il le prête à un autre, ça va déformer son outil, etc. Donc c'était des choses extrêmement centrées sur l'individu, et sur la corporation des individus. Les corporations, c'était des communautés de savoir-faire, que Marx a critiqué en disant, et pour des raisons qu'on connaît très bien, parce que c'était aussi des modèles qui pouvaient être extrêmement réactionnaires. C'est pour ça que Marx dit, ça il faut jamais l'oublier, Marx dit la grande classe révolutionnaire, c'est la bourgeoisie, c'est elle qui casse tous ces modèles-là. Bon. Parce qu'en général, on présente, quand on est marxiste, la bourgeoisie comme l'horrible, et tout ça, mais c'est pas ce que dit Marx au départ. Marx dit non, la bourgeoisie c'est admirable, c'est un processus qui transforme, qui nous fait sortir de la féodalité, du Moyen-Âge, de la soumission à l'ancien régime, etc., etc. Bon, après, il dit, elle va produire quelque chose d'encore plus aliénant et tout, donc il va falloir le dépasser. Mais la bourgeoisie a disparu, sans la Révolution. Elle a mis les mafieux à la place des bourgeois, mais il n'y a plus de bourgeoisie aujourd'hui. Les bourgeois, ce sont des gens cultivés, plutôt agréables à fréquenter, etc. Aujourd'hui, c'est une bande de gros crétins qui dirigent les boîtes, quand même. Vulgaires, les Rolex, Maserati et compagnie. Strauss-Kahn et Sarkozy faisant partie de ce machin ensemble. Voilà. Je pense que la question du salariat est récente. Le salariat est apparu il y a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles. Et effectivement, je crois, alors vous m'avez dit que c'était le journal Les Échos qui avait fait cet article, il ne faut pas être naïf sur le fait que quand un certain nombre... Quand un certain nombre d'acteurs, certains types d'acteurs disent le salariat c'est terminé, il ne faut pas être naïf sur ce que ça veut dire. Ça veut dire soumettez-vous à l'injonction de Gary Becker qui disait chacun doit devenir entrepreneur de lui-même. Donc c'est le modèle ultra-libéral. Démerdez-vous, si vous n'êtes pas votre propre entreprise, disparaissez. Vous n'avez qu'à finir sur le trottoir ou à l'asile, ou vous jeter dans la Seine ou dans l'héroïne. Voilà. Donc il faut faire très très attention quand les gens disent fin des salariats. Moi, je me méfie beaucoup.
Mais en même temps, ils ont raison. Ils ont raison parce que, je crois en tout cas qu'ils ont raison, parce que le salariat va régresser. Et autant, depuis Keynes en particulier, c'était devenu la base de redistribution légale, protégée, avec toutes sortes de droits attachés, droit à la retraite, droit à l'éducation, droit à toutes sortes de choses, à la protection sociale, à la couverture maladie, etc., etc., autant je pense que l'assiette salariale va énormément régresser. Ça va pas disparaître. Pour vous redonner un petit peu d'explication sur ce que je disais tout à l'heure à propos du revenu contributif, les intermittents, quand ils sont en prod, quand ils sont capables de faire ce qu'ils appellent leurs heures, 500 heures par an, je sais plus, ça a un peu changé, mais c'est à peu près autour de ça, ce sont des heures en général salariées. Donc, et qui vont leur permettre de cotiser un nombre d'heures suffisant pour eux et leurs employeurs pour pouvoir bénéficier du régime. Donc le salariat ne va pas disparaître totalement. Mais ce qui va devenir producteur de valeur, c'est pas le moment de salariat. C'est le moment de contribution, de capacitation, c'est-à-dire le temps libre dont vous parliez tout à l'heure. Alors, le temps libre qui n'est pas un temps où on glande, c'est un temps où on développe ses capacités. Ça, c'est le langage Amartya Sen. Dans le langage que j'ai repris à Gilbert Simon, où on développe son individuation. Voilà. Donc, sa capacité à produire de la négantropie, si je le redis dans la théorie des systèmes ouverts. Alors, aujourd'hui, oui, le salariat va régresser, c'est certain, mais ça ne veut pas dire du tout que tout le monde va devenir entrepreneur de lui-même. Il y aura des gens qui prendront peut-être cette optique-là, des consultants, des gens qui travaillent en freelance, comme on dit, etc. Pourquoi pas? J'ai moi-même fait ça à une époque de ma vie d'ailleurs, et j'ai plein d'amis qui vivent comme ça. Mais je ne pense pas du tout que ce sera le modèle général. Je pense que le modèle général, ce sera un modèle où les gens, en arrivant dans la vie active, comme on dit, eh bien, la vie active, ça consistera à développer des activités. Et des activités qui seront que la société d'abord aura pour responsabilité de valoriser au mieux. C'est parce qu'il y a des gens qui arrivent, je sais pas, Pablo Picasso, par exemple, quand il est arrivé, il n'est pas évident qu'il était perçu par le commun des mortels comme quelque chose d'intéressant à valoriser. Donc, l'histoire de l'humanité, depuis l'origine, c'est l'histoire de gens qui arrivent et qui disent des choses qui ne sont pas du tout ce que croient les gens. Et qui n'ont, aux yeux de ces gens-là, absolument aucune valeur. Au contraire, même, il faut plutôt les virer, les exclure, c'est des fous. Et donc, la responsabilité de la société, c'est de savoir, avec l'histoire qui est derrière elle, 2 millions d'histoires de l'hominisation, que, justement, c'est ça qu'on appelle la négantropie, c'est justement avec des gens comme ça que la société se ressource. Et quand on sait que, d'après un certain nombre de textes qu'on peut lire à droite et à gauche, nous n'avons plus que 35 ans pour éviter de terminer dans une catastrophe climatique qui sera le sujet du mois de décembre prochain à Paris, COP21, et qu'il est très important de développer beaucoup d'intelligence, beaucoup d'imagination, beaucoup de capacité, beaucoup de capacité au sein d'Amartya Sen, eh bien c'est très important que la société apprenne à valoriser l'intelligence. Voilà. Sachant que la société est souvent d'abord grégaire et un peu bête. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a à mettre en place des institutions nouvelles qui vont rendre ça possible. Mais ça, c'est tout à fait possible. Ça s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, ça s'est passé régulièrement dans l'histoire de l'humanité, que je vois vraiment pas pourquoi ça ne pourrait pas se passer maintenant. Il y a encore de l'optimisme. Alors, en parlant de tout ça, il y a le côté aussi, du coup, comment rémunérer ces producteurs, ces contributeurs. Comment est-ce qu'on peut les rémunérer? Parce que le modèle des intermittents du spectacle, c'est un modèle. Il y a aussi tous ces gens qui se mettent en indépendant, freelance, etc. Est-ce que on peut rémunérer ces contributeurs de cette façon-là, ou est-ce qu'il faut aussi inventer autre chose, où il y a plusieurs choses à mettre en place? Non, je pense qu'il y a beaucoup de statuts à mettre en place, de régimes et de statuts à mettre en place, très variés, qui dépendent des territoires, des branches professionnelles, des cultures, etc., et puis des volontés des gens. Si vous voulez, cette transformation-là, dont j'espère qu'elle aura lieu, je ne vois pas comment, si elle n'a pas lieu, on s'en sortira, mais il y a peut-être d'autres solutions que je ne vois pas. Toujours est-il que nous pensons à Arsène Industries qu'il faut que cette chose se mette en place, mais nous ne croyons absolument pas
que pour la mettre en place, il faille par exemple rassembler 30 députés des 3 ou 4 grands partis, il n'y en a que 3 maintenant, donc PS, UMP et Front National, dire vous allez travailler ensemble, ils ne sont pas encore à l'Assemblée nationale, le Front National, mais ça va venir, vous allez travailler ensemble, et non, on croit absolument pas à un truc comme ça. Nous croyons qu'il faut permettre à des petites communautés territoriales, où il y a une puissance publique qui a envie de le faire, d'expérimenter. Et d'expérimenter avec des méthodes de travail. C'est pour ça que nous sommes en train de monter à Ars Industrialis une méthode. D'ailleurs, je peux l'annoncer, nous créons un fonds de dotation, nous allons faire un appel au peuple et aux contributeurs, y compris qui sont capables d'apporter pas mal d'argent, parce que nous pensons qu'il faut développer une nouvelle méthode politico-économique pour permettre sur des territoires d'inventer des solutions en allant doucement, en expérimentant, en ne croyant pas qu'on a la science infuse, etc. Mais par contre, en se moquant pas du monde, c'est-à-dire par exemple en permettant à des jeunes qui débarquent sur le marché du travail, comme on dit aujourd'hui, et qui ont à peu près une chance sur 2 de ne jamais trouver de boulot, ce qui est quand même colossal, y compris des gens très très diplômés, parce que moi j'ai pas mal d'amis très 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 diplômés, docteurs, etc. Ça fait 10 ans qu'ils sont au chômage. Et donc, ils sont très très bons. Et on n'en veut pas parce qu'ils sont trop bons d'ailleurs. Ils sont beaucoup trop bons, beaucoup trop exigeants et beaucoup trop critiques. Ces gens-là sont magnifiques, ce sont des gens qui sont... Mais il y a des gens dans tous les domaines. Je parle de docteurs, mais il y a des gens qui sont ni docteurs, qui n'ont même pas fait l'école, mais il y a des gens qui ont des compétences extraordinaires, y compris des savoirs de la rue, tout simplement. Et ces gens-là, il faut créer les conditions pour qu'ils puissent montrer leur valeur et que la société apprenne à valoriser ça. Alors comment est-ce que ça peut se produire, je sais pas moi, dans un secteur où il y a beaucoup de métallurgie, dans un secteur agricole, dans un secteur où il y a, je sais pas, beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de TPE, je dis n'importe quoi. Ça, on ne veut pas décréter une règle générale. Donc il faut créer des dispositifs et nous proposons de lancer un certain nombre de propositions de ce type-là à des collectivités, aux habitants. Mais quand je dis les habitants, c'est les citoyens, tout le monde, tous les gens qui habitent sur le territoire et qui sont donc en tant que tels légitimes à exprimer leur volonté territoriale pour un contrat social territorial, mais aussi les acteurs économiques, les petits acteurs, les commerçants, etc., les grands acteurs, les grandes entreprises s'il y en a, etc., la fonction publique, les associations, enfin bref, tout ce qui fait un territoire. Hein. Et avec ces gens-là, il faut commencer à, nous appelons ça en employant un mot du droit français, exciper du droit à l'expérimentation. Puisqu'en France, dans le droit français, dans le droit constitutionnel, les territoires ont le droit d'expérimenter. Ils ont le droit, dans certaines conditions, en présentant des dossiers, etc., de sortir du cadre légal, réglementaire, pour expérimenter des choses qui ne sont pas le droit national. Et je pense qu'il faut que les territoires se mobilisent pour ça, quand ils en ont les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens de le faire. Hein. Quand je dis les moyens, c'est pas que des moyens financiers, c'est même pas fondamentalement des moyens financiers, c'est d'abord une volonté de le faire. Donc d'arriver à mobiliser une population qui exprime oui, on a envie de faire ça. Bon. Deuxièmement, trouver des partenaires pour le faire. Et ces partenaires, nous pensons qu'ils doivent, pour bien travailler, avoir des technologies contributives mises à disposition. C'est pour ça que nous réfléchissons en ce moment à développer des technologies dont nous allons parler à la fin de cette année au Centre Pompidou dans les entretiens du nouveau monde industriel qui s'appelleront la toile que nous voulons, où nous allons expliquer que le web tel qu'il est aujourd'hui, nous n'en voulons plus, parce que ce n'est plus le web, et que nous voulons refaire le web, que l'Europe a fait le web, ce que l'Europe a fait, elle peut le défaire, comme on dit, c'est-à-dire que le web est devenu tout à fait autre chose que ce qu'il était au départ, eh bien nous voulons revenir à ce qu'il était au départ en beaucoup mieux. Et c'est tout à fait possible, parce que la technologie a énormément évolué, parce qu'on a énormément d'expérience, on a 22 ans d'histoire du web derrière nous, il y a des gens extrêmement forts dans le monde, j'en connais beaucoup, qui ont des visions magnifiques, qui sont des ingénieurs, des informaticiens, qui sont capables de transformer totalement tout cela. Et l'architecture actuelle du web, c'est plus du tout l'architecture du web, c'est l'architecture des plateformes qui ont flingué le web. Et donc, il faut réinventer le web. Et nous pensons que sur ces territoires, il faut créer des architectures qui vont être des prototypes de cette réinvention du web. Donc ça suppose un apport d'infrastructure ou d'architecture technologique, et ça suppose aussi un apport d'accompagnement en termes de ce que nous appelons la recherche contributive. C'est pour ça que nous
nous préconisons que des territoires de ce type créent des chaires, avec des grandes écoles, avec des grandes universités, pas forcément sur place, ça peut être avec des partenariats avec des grandes universités étrangères aussi d'ailleurs, ça peut intéresser, et que tout ce processus, qui est en fait un processus de recherche politico-sociale, politico-économique, fait à l'échelle d'un territoire qui se déclare lui-même, non pas territoire indépendant, mais territoire laboratoire. Nous avons décidé de devenir un laboratoire, nous allons nous mettre à faire des expériences, nous avons besoin de gens qui nous accompagnent. Donc, nous réfléchissons en ce moment, c'est pour ça que nous créons un fonds de dotation, pour faire que sur ce territoire avec lequel nous discutons en ce moment, mais il y en a plusieurs avec lesquels nous discutons, on puisse faire venir 50, 100 chercheurs qui vont travailler avec des habitants, avec des entreprises, etc., pour inventer de nouveaux modèles, et pas en ayant la solution à l'avance, parce que personne n'a la solution, mais pour faire émerger ces solutions de manière intelligente, aussi avec la critique des chercheurs, la critique des pairs, pour éviter de faire n'importe quoi, pour évidemment sous le contrôle de la puissance publique, y compris de l'État, bien entendu, du préfet de région, etc., et du ministre, et même de M. Valls, s'il veut, il est bienvenu. Du coup, tout sera documenté également, parce que ça fait partie aussi de... C'est fondamental. Oui. L'idée de la recherche contributive, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche contributive? C'est une recherche qui reprend les concepts de Kurt Lewin, de ce qu'il appelle la recherche-action. La recherche-action, c'est ce qui s'est appliqué en sociologie, en économie, enfin, un certain nombre de secteurs, là où on fait de la recherche sur des groupes humains, et on dit aux gens qui font partie du groupe humain, vous devenez chercheurs avec nous. Vous devenez chercheurs sur vous-même en tant que groupe. Et ça a parfois extrêmement bien marché. Le modèle dont vous connaissez certainement l'existence de la clinique de la Borde, où était Félix Guattari, qui a beaucoup été à l'origine des concepts de Gilles Deleuze et Guattari, s'inspire en fait d'un modèle qui vient d'un hôpital, dont j'arrive plus à retrouver le nom maintenant, qui était dans les Pyrénées pendant l'occupation, qui a été pris en charge par un très grand psychiatre catalan, qui s'appelait Tosquelles, et qui a développé quelque chose qui ressemblait à la recherche-action en psychiatrie, qui a sauvé d'ailleurs tous ces malades comme ça, et parce que c'était une époque où les malades dans les hôpitaux psychiatriques, on les laissait crever de faim. Donc voilà, il fallait prendre des mesures radicales. Beaucoup des psychiatres, pas simplement en France, en Angleterre aussi, qui ont développé de la recherche-action comme ça, et c'est devenu ce qu'on appelle aussi la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire une psychiatrie qui fait une critique de l'institution par l'institution psychiatrique elle-même. Ces démarches-là, nous pensons aujourd'hui qu'on peut les généraliser sous forme de ce que nous appelons une recherche contributive, en les reprenant à travers les technologies contributives et en faisant en sorte que des chercheurs qui travaillent sur un sujet, sur un terrain, mobilisent ce terrain autour de ce projet de recherche et en fait diffusent leurs travaux et recueillent les travaux de ceux avec qui ils interagissent en rendant ça public. Donc ça veut dire qu'il s'agit aussi de transformer les territoires en processus de publication. Donc l'idée aussi, sur ces territoires, c'est de développer des nouvelles manières de faire des programmes de radio et de télévision, de développer de nouvelles formes de blogs tout à fait différents que le blog actuel, etc., etc. On n'en a pas beaucoup parlé ce soir. J'avais quand même une question sur la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qu'elle devient dans une économie de la contribution? C'est un grand sujet qui passe par les communs dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas sur cette question être dogmatique. Personnellement, je pense que la propriété intellectuelle, en tout cas industrielle, régresse énormément. Et ça, c'est déjà largement fait, puisque l'extension du logiciel libre et de l'open source, c'est quand même une régression de la propriété intellectuelle industrielle, hein, pour une grande part. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en arriver à ce qui était le programme à la fin de Marx dans le Capital, à l'élimination de la propriété privée? Je ne suis pas sûr que ce soit la question aujourd'hui. Je suis même sûr que c'est pas la question aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu la même réponse que ce que je faisais tout à l'heure sur ma méthode d'expérimentation. Je pense qu'il faut beaucoup expérimenter. Parce que j'ai un peu travaillé moi-même j'ai été amené dans mes travaux à prendre un peu en charge cette question des droits d'auteur, puisque, par exemple, quand j'étais directeur de l'INA gère des droits, puisque l'INA, c'est les archives audiovisuelles françaises, radio, télévision et une partie du cinéma. Donc chaque fois que l'INA donne une archive à une chaîne de télé contre
un échange économique, parce que l'INA c'est une entreprise publique, donc c'est une entreprise qui a une activité commerciale. Il y a des droits à verser, etc., etc. Donc j'ai été amené à bien connaître ces questions, puisque ces droits doivent être reversés à ce qu'on appelle les ayants droit, etc., etc. Je crois que cette question, il faut la reprendre à sa base avec Beaumarchais, avec Emmanuel Kant. Beaumarchais, qui est celui qui a le premier conçu ce qu'on appelle le droit d'auteur. Emmanuel Kant, qui a pris cette question dans un texte qui n'est pas très connu, mais qui s'appelle Qu'est-ce qu'un livre, et qui pose aussi cette question du droit patrimonial, du droit moral, etc. Et tout ça dans un contexte très réticulé. Personnellement, depuis très longtemps, je défends le point de vue de Jean-Luc Godard, qui disait dans un texte, il faut remplacer le droit d'auteur par un salaire. Sauf que maintenant que je suis en train de vous dire que le salaire est en train de disparaître, par quoi on remplace le salaire? Donc, je n'ai pas d'idée vraiment préconçue là-dessus. Par contre, je suis certain que ça passe par les commons. Je suis certain aussi que l'appropriation du savoir par les familles des auteurs, par les auteurs aussi accessoirement, y compris du droit moral des auteurs, et par surtout les acteurs économiques, les éditeurs, les impresarios et tout ça, c'est vraiment très très problématique. Vous savez, moi j'écris des livres, j'en ai écrit pas mal, j'en ai certains qui sont plutôt bien vendus, j'ai gagné très très peu d'argent. C'est pas moi qui gagne de l'argent avec mes livres, hein. Donc je suis pas sûr que ce système-là soit extrêmement bon pour les auteurs. Voilà. Maintenant, je pense que les gens qui disent allez hop, on balaye tout, tout est piratable, etc., ne connaissent pas suffisamment les dossiers. D'ailleurs, dès qu'ils commencent à y connaître, à s'y pencher, ils sont beaucoup plus, ils réfléchissent, ils créent des licences libres, etc. La licence, c'est pas n'importe quoi, c'est un droit de propriété, la licence, c'est pas une destruction pure et simple de la propriété. Merci. On pourrait continuer longtemps, mais on va passer à des questions dans le public, si vous en avez. Il y a un micro qui va passer, alors on va aller dans l'ordre. Essayez de faire assez court qu'on en prenne un maximum. Merci. Est-ce que vos projets d'expérimentation sont rapprochés des J'ai pas très bien entendu. Je les connais pas, les projets. Donc, ça semblait que ça se rapprochait de votre collègue qui faisait une contribution des habitants de l'agglomération. je les connais pas, j'ai honte de vous le dire, mais puisque c'est la vérité, je vous le dis. J'en ai un petit peu entendu parler, mais je ne les ai pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, beaucoup. Alors j'ai entendu parler en particulier. Il y a une ville en particulier dont j'arrive plus à me souvenir, qui est très connue, c'est Bristol. Voilà, j'en ai entendu parler d'assez près parce qu'un de mes amis est dans cette affaire et c'est un chercheur qui est à l'université de Bristol et qui voudrait développer avec l'IRI des collaborations et c'est très très intéressant. Tout ce qu'il m'a dit est très intéressant, mais je n'ai jamais documenté le sujet, donc je peux pas dire, j'ai pas de point de vue dessus. Mais ça fait partie évidemment des gens avec qui nous discutons. Quand je disais tout à l'heure, nous discutons avec des territoires y compris en dehors de la France. Voilà, ça fait partie de ces territoires-là. Nous avons aussi plusieurs endroits en Angleterre ou en Grande-Bretagne. Nous avons aussi des discussions dans d'autres pays. Alors, il y a une question ici, après il y en a... Bonjour, merci. De ce que je comprends, moi, c'est que l'économie collaborative, elle est très liée à l'échange de savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça peut s'appliquer à des gens qui produisent des patates, par exemple, ou des assiettes? Est-ce que le lien qu'il pourrait y avoir entre ces deux domaines, c'est pas la monnaie? Et est-ce qu'il n'y a pas une monnaie collaborative à mettre au point qui pourrait faire le lien entre les deux? Alors d'abord, produire des pommes de terre, des assiettes ou quoi que ce soit, ça suppose du savoir. Donc de toute façon, c'est des communautés de savoir. Maintenant, il y a des communautés de savoir qui sont détruites par des modèles, Terminator ou moins violents que ça, qui font que ces savoirs ne sont plus des savoirs parce qu'il y a une prolétarisation de la production des pommes de terre et des assiettes. Et voilà. Parfois, d'ailleurs, je tiens à préciser que je suis pas contre l'automatisation, parce que je pense que l'automatisation, c'est ce qui permet de gagner de temps pour pouvoir développer du savoir. Donc, c'est pas du tout un truc anti-productivité ou anti-gain de productivité. C'est simplement la question de que produisent ces gains de productivité au bout du compte, de l'entropie ou de la négantropie, de la prolétarisation ou du savoir. Alors, ceci ayant été dit, il y a une deuxième partie de votre question, mais...
Ah oui, et la monnaie, bien sûr, la monnaie c'est une très très grande question, mais là je fais un peu la même réponse. J'en discute beaucoup avec Thierry Gaudin, qui est un grand ami de Bernard Liétard, et donc je parle de tout ça, mais moi tant que je ne connais pas vraiment bien un sujet, j'en dis rien. Donc ça m'intéresse beaucoup, c'est un sujet très 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 compliqué, la monnaie, très 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 compliqué. Et donc je suis absolument convaincu qu'il faut faire des choses comme ça. D'ailleurs j'ai envoyé un mot à Thierry Gaudin il n'y a pas longtemps dans ce sens-là. Mais je pense que le sujet est encore plus compliqué que le droit. Et voilà. Mais par contre, je suis certain que, par exemple, les propositions de Bernard Liétard sont très importantes et doivent être prises en compte. Que dans ces actions de territoire, évidemment, ces questions vont être prises en charge. Mais moi, personnellement, j'ai pas une vision claire de ces questions. La question des territoires, c'est de la mise en réseau des territoires et donc la possibilité de progressivement à partir de... Parce que là, c'est le problème que vous venez de poser, que je reformule parce que tout le monde ne nous a pas entendu. La question des monnaies complémentaires, c'est qu'elles sont à un niveau trop bas pour pouvoir fonctionner vraiment. C'est le problème des échelles. Et là, d'une façon générale, en économie, les échelles, c'est extrêmement important. En particulier dans l'économie industrielle, où l'industrie repose sur ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et nous resterons dans une économie industrielle. L'économie contre-récidive, c'est une économie industrielle. Une industrie qui n'est plus fondée sur la prolétarisation et l'entropie, mais une industrie quand même. Donc il y a une question d'organisation des échelles. Ce que nous posons, nous, c'est que l'objectif des territoires avec lesquels nous discutons, c'est qu'ils se mettent en réseau et qu'ils créent d'autres territoires qui se mettent en réseau, et qu'à partir de là, une vraie intelligence se constitue, qui progressivement se déterritorialise. Ça ne veut pas dire que tout s'homogénéise d'ailleurs, hein, mais ça veut dire qu'il y a des échanges. Voilà. Et que ces échanges, et bien évidemment, pour qu'ils aient lieu, il faudra qu'il y ait des vecteurs communs de communication, de monétisation, etc. etc. Alors là, il y a 2 questions là. Oui. Oui, que pensez-vous des Fab Labs, où les jeunes c'est créer leur propre emploi, pratiquement, et sont des champs d'expérimentation moins politiques que pragmatiques. Je pense qu'il s'y passe des tas de choses importantes et intéressantes, que en même temps c'est comme le web, c'est comme tout, ce sont des pharmacas. Donc les Fab Labs, on a fait une conférence d'ailleurs, je ne sais pas si vous y étiez, je crois que c'était à la mairie du 2e arrondissement avec Olivier Landau il y a un an. Le 1er mars exactement, de l'année dernière. Malheureusement, l'enregistrement que nous avions fait a été détruit par accident. Voilà. C'est très dommage parce que c'était une formidable conférence, c'était une des meilleures conférences qu'on avait jamais faites. Mais, pardon ? Landau. Et Olivier Landau, c'est... Non, c'est pas le patron de la paillasse. Non. Il connaît la paillasse, mais c'est pas le patron de la paillasse. Par ailleurs, il se passe des choses très intéressantes à la paillasse. Olivier Landau donc travaille beaucoup là-dessus. Olivier Landau, d'une façon générale, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le travail, l'organisation du travail, les modèles de coopération au travail, etc. Et depuis quelques années, depuis 2-3 ans, il travaille beaucoup sur les imprimantes 3D. L'additive manufacturing, comme on dit, parce que l'imprimante 3D, telle qu'on en parle aujourd'hui, ça remonte à quand même plusieurs décennies, en fait. Hein. Et les Fab Labs, alors oui, ça permet de faire apparaître, je dirais pas des emplois, ils ne créent pas leur emploi, parce que précisément, il n'y a pas de salaire. Un emploi, c'est salarié. Donc, ils créent leur activité, comme disait André Gors. Et cette activité peut évidemment amener à rémunération, peut amener à monétisation, etc. Il y a beaucoup de Fab Labs qui commencent à essayer de développer ce genre de choses. Ça peut aussi produire d'autres choses que de la monnaie, mais ça peut produire de la capacitation, justement, sans forcément qu'il y ait une monétisation. Maintenant, il faut savoir que il y a les Fab Labs, mais il y a d'abord les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, c'est un des nouveaux stades de l'automatisation. Et aujourd'hui, l'automatisation avec l'imprimante 3D, ça peut aussi aboutir soit à une transformation du travail dans les entreprises. Dans l'aéronautique, par exemple, ça se développe énormément en ce moment. Ça peut aussi aboutir au fait qu'on déporte vers le consommateur toute la charge de l'achat du matériel d'investissement, des matières premières, et qu'on lui vend un SPIME, comme certains disent, c'est-à-dire uniquement le droit d'accéder à ce qu'on appelait autrefois, à l'époque où ma mère achetait, bonne soirée, un patron. Patron, ça voulait dire comment on fabrique un costume ou une robe, et puis on vous vend le patron, mais c'est vous qui faites la robe, c'est vous qui achetez le tissu, c'est vous, etc., etc. Vous prenez tout en charge,
et ça vous coûte pas mal d'argent. Donc ça peut être ultra consumériste. Donc si vous voulez, voilà, c'est un pharmacone. Là, il y a une question, puis il y en aura aussi à droite. Merci. J'ai été très intéressé par votre exposé. Je n'ai pas encore bien compris comment se manifestera la négantropie. Quel est le déroulement d'une création de négantropie comparé à ce qu'on fait tous les jours dans nos activités? Ça, c'est une question très 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 difficile. C'est probablement la plus difficile. D'abord parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une théorie unifiée de l'entropie et de la négantropie. Dans les sciences, il y a encore aujourd'hui un débat assez vif sur qu'est-ce que c'est, par exemple, ce qu'on appelle la négantropie. Est-ce que même le concept de négantropie est un concept acceptable? C'est un sujet encore en discussion. Donc c'est assez compliqué. Et par ailleurs, l'entropie et la négantropie sont toujours une question de point de vue. C'est-à-dire que, de toute manière, une production de négantropie se fait toujours à un coût anthropique. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on, dans un processus, on va qualifier les échanges entropie-négantropie d'une manière positive qui va faire au bout du compte augmenter la négantropie plutôt que l'entropie au niveau local. Parce que de toute façon, l'augmentation de la négantropie au niveau local, de toute manière, se paye par une augmentation d'entropie quelque part ailleurs. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une question des localités, au sens physique du mot, au sens de la physique. Par exemple, sur la Terre, il y a une localité où les lois universelles de la physique s'exercent dans certaines conditions, qui sont les conditions du biotope, etc., etc. D'accord ? Et qui ont produit précisément un biotope, c'est-à-dire qui ont produit un agencement tel qu'à un moment donné, il a pu apparaître quelque chose qui s'appelle la vie. La vie, c'est ce qu'on appelle la négantropie, justement. Alors, votre question, c'est comment est-ce qu'on va qualifier une activité comme étant négantropique? Eh bien, ça, c'est typiquement un sujet de l'assemblée de qualification des contributeurs et des projets contributifs. Est-ce que c'est vraiment, pour le territoire, un projet vraiment contributif? Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment un projet négantropique? Ça veut dire, est-ce que c'est un projet qui va vraiment apporter au territoire une augmentation de sa capacité d'être, si on peut interpréter ça avec Spinoza, de sa persévérance dans l'être, etc. Ce sont d'immenses questions, magnifiques. Ça peut paraître totalement démesuré et dire on va s'engager là-dedans. C'est pas du tout démesuré, c'est exactement ce qui se passait au début du XIXe siècle, en France, en Allemagne, en Angleterre, lorsqu'on était en train de vivre une énorme transformation. On sortait de la féodalité, du clergé et de la noblesse qui régentait tout, et on passait à de nouvelles valeurs. Bah oui, c'était une période formidable. C'est vrai qu'il y a eu quelques têtes de coupées. Espérons qu'on n'en passera pas par là. Mais non, je pense, oui, le sujet est très compliqué. En même temps, il y a une extraordinaire capacité de mobilisation de savoir aujourd'hui qui est gaspillée. Le premier manifeste d'Ars Industrialis qui a été publié en 2005, il y a 10 ans, consistait à dire, imaginez que tous ces moyens extraordinaires de TF1, BFM, TV, etc., au lieu d'être mis au service du massacre des gens, de leur crétinisation, soient mis au service de la production de négantropie. Ça serait absolument fabuleux. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas possible. La seule raison, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui détiennent ces moyens-là et qui ne veulent pas les lâcher. C'est tout. Donc ça peut changer. Mais il y a tout ce qu'il faut pour produire ce genre de nouvelle intelligence collective. On n'a pas le choix. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien qu'on y arrive. Bonsoir. Précisément, je reviens sur les économies d'échelle. Jusqu'à présent, il faut produire toujours davantage, toujours plus vite et toujours moins cher. Mais comme on sait que pour accélérer une balle de fusil ou de canon, l'énergie croît de manière exponentielle, donc la valeur ajoutée tend vers zéro, et nous, c'est dépenser énormément. Alors quand va s'arrêter ce jeu de massacre? Et Bernard Liétard, parce que Bernard Liétard disait, il y a moins de 2,7% de valeur assise sur des biens matériels. Donc tout le reste, c'est spéculatif. Donc on peut chiffrer une valeur comme on veut. Et à ce moment-là, la robotisation, si elle épargne du mal aux personnes, je pense à des travaux insalubres, etc., comme vous le dites fort justement, pourquoi ne pas mettre ça au service de l'humanité et d'avoir du temps libre pour faire autre chose de plus intéressant? Ce qui compte, c'est pas la voiture. La voiture en elle-même, elle a des performances. C'est ce qu'on fait avec. Et je pense, alors pour en revenir au droit d'auteur, c'est un problème que je n'ai pas solutionné, mais qui m'intéresse beaucoup.
c'est pourquoi. Alors, je reprends l'exemple de la voiture. Une œuvre, une invention, n'importe quoi, c'est pas mal, mais si elle n'est pas exploitée, ça vaut rien. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas allouer des sommes un peu fixes aux inventeurs et puis après d'exploiter, parce que l'histoire des droits d'auteur, ça c'est merveilleux. Moi, je connais bien l'histoire puisque je suis dans une vie antérieure, j'étais ingénieur dans les industries graphiques. Vos avances sur auteur, c'est tout ce que vous allez percevoir. On ne sait pas si ça devient, et puis la valeur ajoutée que c'est produit. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver aussi une formule d'indemnisation forfaitaire? Enfin, voilà, bon, parce qu'on ne sait pas non plus ce qu'on fait avec une voiture. Il y en a qui vont faire le tour du monde, il y en a d'autres qui vont la casser, d'autres. Oui. Merci. Bon, il y avait deux questions principalement dans ce que vous avez dit, si j'ai bien compris. C'est d'abord la question des économies d'échelle et de leur sens, et d'autre part la question donc de la rémunération de l'invention, disons, qui n'est pas forcément du droit d'auteur, qui peut être du brevet, etc. Bon. La question des économies d'échelle, c'est un des aspects de la question de ce que Gilbert Simondon appelle les ordres de grandeur. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des économies d'échelle qui sont faites dans le sens de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire une économie ultra spéculative, où on essaye de diminuer au maximum les coûts de production, où on essaye de piquer le maximum d'argent à tout le monde, aux fournisseurs de matières premières, aux consommateurs, etc., etc., et où on essaye de payer aucun impôt. Bon, ça c'est une maximisation du profit, qui est une certaine définition de l'économie d'échelle, liée par ailleurs à quelque chose d'autre, qui est tout simplement les économies d'échelle, au sens où quand j'investis dans un produit et que je multiplie les retombées de ce produit, le coût de l'investissement évidemment est amorti. Il y a des questions d'amortissement derrière tout ça, donc des vraies questions, des questions très importantes liées à l'investissement. Un des aspects très importants pour nous de l'économie appelons-la contributive locale sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, parce que pour le moment elle est vraiment pensée à l'échelle locale, c'est de repenser l'investissement. La question des échelles et des ordres de grandeur, ce sont des questions d'investissement. Ça peut se poser dans le terme du néolibéralisme actuel, et ça c'est ce que je combats, mais ça peut se poser dans des termes totalement différents et très rationnels. Voilà. Donc ce que dit Lyotard, c'est voilà, il y a une rationalité de ces questions-là. Et donc, bien entendu, nous pensons qu'il est tout à fait possible de développer de nouveaux modèles rationnels, mais ça prend du temps et ça doit prendre en compte un très très grand nombre de facteurs. Donc, on ne peut pas sortir une solution comme ça de ton chapeau. Il faut, là, je redis ce que je disais tout à l'heure, il faut expérimenter, il faut tester, et c'est lié à des réalités locales, à des réalités matérielles, à des réalités historiques qu'on ne peut pas du tout ignorer. Quant à la question de la rémunération, des inventions, des créations de l'esprit, etc., etc. Je redis un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que tout ça d'abord, il faut poser en principe que tout individu est porteur d'inventivité. Et savoir, moi j'avais une grand-mère par exemple qui jouait à la belote mais vraiment comme d'une manière extraordinaire. Vous allez me dire, elle jouait à la belote, non, elle jouait de manière vraiment extraordinaire. Elle avait un génie voilà. Elle avait de l'inventivité. Tous les gens attachants ont de l'inventivité. Simplement, vous ne voyez pas forcément l'inventivité, donc vous ne les voyez pas attachants. Tant que vous n'aviez pas vu ma grand-mère jouer à la belote, vous n'étiez pas forcément capable de découvrir tout ce qu'elle était capable de faire à la belote. Je prends un exemple un petit peu bébête, si vous voulez, mais je pense que quand vous avez employé le mot inventeur, d'ailleurs en tant qu'ancien ingénieur c'est normal que vous parliez comme ça, mais il y a des tas de sociétés où on invente absolument en permanence où il n'y a pas d'inventeur, parce que tout le monde invente en permanence. C'est même une condition de survie. Vous avez intérêt, si vous êtes esquimau, vous avez intérêt à inventer beaucoup, hein. Si vous n'êtes pas capable d'inventer, vous ne durerez pas très longtemps, hein. Bon. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la vie d'un esquimau quand même, hein. C'est incroyable, hein. Incroyable d'arriver à vivre dans un milieu pareil, d'une telle hostilité. Et ben, ces gens-là sont extrêmement joyeux, extrêmement accueillants d'ailleurs, mais ils inventent en permanence, hein. Donc, il faut pas intérioriser un état de fait de l'image de l'invention qu'on a aujourd'hui, qui est liée finalement à la création de l'INPI, enfin de l'Institut des brevets, etc., et qui a créé finalement y compris un concours Lépine et tout ce qu'on veut. Pour moi,
moi je suis assez proche de Joseph Beuys sur ce sujet. Beuys qui est un artiste allemand, voilà, qui dit tout le monde. Alors lui, tout le monde est artiste. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que tout le monde doit se mettre. Ça a été très mal compris ce qu'il disait, que tout le monde doit devenir un artiste. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit une boulangère qui fait bien son métier et d'une manière ou d'une autre le fait artistiquement. Et je pense qu'il a raison. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va l'exposer au Centre Pompidou. Hein. Bon. Mais par contre, il dit aussi, si elle fait bien son boulot, elle saura comprendre ce qui se fait dans un boulot qu'on présente au Centre Pompidou, parce qu'elle sait ce que c'est qu'un boulot, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui ont des activités qui ne travaillent plus, ils sont des employés, ils savent plus ce que c'est que le travail, parce qu'on leur demande pas d'inventer, justement. On va prendre une dernière question. Ici, il y avait le monsieur. Oui. Alors, d'abord, merci pour votre intervention qui était tout à fait passionnante. Je voudrais revenir sur la question des savoirs. Je crois que vous avez déjà en partie répondu, mais juste pour éclaircir, disons. J'étais à une conférence de Michel Bowens il y a peu de temps dans le cadre de HUP, là, et il expliquait qu'à Wikipédia, il y a production de savoir, mais il y a en même temps une sorte de validation des savoirs. Alors justement, c'est cette question de la validation des savoirs que je voulais vous poser. C'est-à-dire, quelles instances, comment c'est organisé, comment on imagine tout ça? Alors ça, c'est une question extrêmement importante que j'appelle moi la question de la certification. La certification, c'est un sujet immense. Le bureau Veritas, par exemple, c'est un bureau de certification de normes, voilà, qui vous garantit un certain nombre de choses. Si vous allez à SNCF, la gare du Nord, elle est certifiée par la commission ISO, je sais pas quoi. Si vous avez eu le certificat d'études, vous l'avez peut-être pas parce que vous êtes trop jeune pour l'avoir eu, puisqu'il a disparu. Le certificat d'études, mais quand j'étais petit, moi, je l'ai jamais passé non plus. Je sais pas quel âge vous avez, mais voilà, j'ai 63, il a disparu à mon époque. Donc, j'ai pas passé le certif parce qu'au moment où j'allais le passer, on l'a supprimé. On l'a remplacé par le brevet, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous vivons dans une société qui repose sur la certification. À toutes sortes de niveaux. Y compris, voilà, vous êtes, par exemple, vous achetez un bouquin, chez Gallimard, il est certifié que Gallimard a payé les droits à l'auteur, que c'est pas des trucs piratés. Vous avez tout un ensemble de processus de certification par des tiers de confiance, plus ou moins, en qui avoir confiance d'ailleurs, qui sont à la base de la société. C'est un grand penseur de ça, c'est Niklas Luhmann, c'est un philosophe allemand, sociologue allemand, qui a écrit sur la société de confiance. Bon, il y en a d'autres, il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça. Maintenant, moi ça m'intéresse cette question de la certification dans le savoir. Et je pense que le numérique ouvre de nouvelles possibilités de certification. En effet, sur Wikipédia, il y a des processus de certification. Il y a des processus de modération. Il y a des processus que d'ailleurs j'avais proposé à Wikipédia, parce qu'à une époque j'avais accueilli Florence Devoir lorsqu'elle était présidente de Wikipédia au Centre Pompidou, et je lui avais dit, mais vous pourriez avoir des processus de certification beaucoup plus développés, beaucoup plus intéressants. Elle n'avait pas voulu. Elle n'avait pas voulu pour des raisons que je peux comprendre, ça changeait beaucoup la manière de faire fonctionner Wikipédia, mais Wikipédia m'a toujours un tout petit peu ennuyé. Je l'utilise tout le temps, donc et je trouve ça admirable. Donc je ne crache pas dans la soupe en disant ça, mais simplement je critique. C'est mon métier. La philosophie, en principe, c'est de la critique. C'est formidable Wikipédia, mais ça crée un faux consensus. Et je pense que c'est dangereux. Ça participe d'ailleurs de l'écrasement de ce qu'était le web au départ. Le web n'était pas fait au départ pour donner l'impression que tout le monde est d'accord avec tout le monde. Parce que c'est pas vrai du tout que tout le monde est d'accord avec tout le monde. À peu près personne n'est d'accord avec quiconque aujourd'hui. Y compris avec soi-même. Nous avons une période de désorientation, de souffrance, de stupéfaction. Tout le monde est en conflit avec lui-même, les autres, tout. Et donc il faut tracer, parce que la seule manière d'éviter que les conflits se terminent par la Kalachnikov ou la guerre civile, eh bien, c'est de les verbaliser. C'est ce que disait Jean-Pierre Vernant à propos de la cité grecque. Le génie des Grecs, c'est d'avoir inventé la discussion à la place de la guerre. Voilà. Et Wikipédia et tout ça pourrait évoluer pour faire que, au lieu de dissimuler, par exemple, j'ai travaillé sur ce truc-là, la notice Palestine, sur Wikipédia, vous la lisez. Et la notice Palestine, c'est la notice la plus modérée de tout Wikipédia, parce qu'il y a des milliers de gens qui la changent absolument en permanence. De partout dans le monde, d'Israël, des territoires palestiniens d'abord, d'Iran, de l'Arabie Saoudite, de la CIA, du groupe dont je fais partie de protection des Palestiniens, etc., etc. Et ça n'arrête pas. Et on ne le trace pas. C'est dommage.
on pourrait le tracer. Si je vous dis ça, c'est parce que en ce moment je développe, et dans le territoire dont je parlais tout à l'heure, c'est une proposition que je fais de développer ce genre de choses en grand, je développe un système qui permet à mes étudiants de tracer leur compréhension de ce que je raconte dans mes cours, de partager leur tracé, ensuite arriver à se mettre d'accord et le certifier au niveau des étudiants du cours. Et ensuite, moi, je valide ou j'invalide leurs interprétations. Ça ne veut pas dire que j'ai raison et qu'ils ont tort. Ça veut dire que je fais mon rôle. Moi, je suis certifié. Ça veut dire quoi? Certifié, ça veut dire que j'ai une thèse, j'ai une habilitation à diriger des recherches, j'ai été certifié par l'académie, par le système académique, mais vous pouvez très bien dire, ça ne vaut rien le système académique français. C'est un peu ce que j'en pense. Donc, et je préfère m'appuyer sur les étudiants. Oui, mais il faut le tracer. Il faut créer des systèmes de partage de la certification. Le numérique permet des choses absolument révolutionnaires dans ce domaine. Y compris sur les monnaies complémentaires, d'ailleurs, et toutes ces questions. Parce que la monnaie, c'est aussi une question de confiance et de certification. La base de la monnaie, c'est un processus de certification. Frapper la monnaie, c'est un droit certifié, etc. Donc, voilà, cette question est absolument fondamentale. Mais il y a des possibilités dans cette matière, avec les technologies, en particulier numériques, totalement révolutionnaires dans ce domaine et qu'on n'exploite pas parce qu'elles viendraient complètement bouleverser des rentes de situation. Donc oui, c'est une question fondamentale. Le savoir maintenant, c'est avant tout ce qu'on appelle le savoir en particulier académique, c'est un savoir certifié. Et ce qui fait qu'une institution de savoir est une institution de savoir, c'est qu'elle a des processus de certification qui sont de bonne qualité. Par exemple, aux États-Unis, on peut critiquer énormément les États-Unis, j'ai passé toute ma jeunesse à le faire, je continue. Aux États-Unis, quand un prof est choisi par une université, je peux vous dire que c'est blindé le processus de certification. Vous ne pouvez pas pipoter une recommandation aux États-Unis, c'est pas possible. En France, un jour, je vous dirai pas qui, m'a écrit une lettre en me disant « Monsieur Machin, j'ai besoin d'une lettre de recommandation, c'est moi qui vais en plus faire le choix, etc. Est-ce que vous voulez bien ?» Il me proposait un renvoi d'ascenseur. Il me disait « Si vous me donnez une certification, je vous renverrai l'appareil bientôt. » Et je lui ai dit « Je vais vous dénoncer aux gens qui vous financent. » Je me suis fait un très bon ami. Voilà. Mais donc les problèmes de certification, c'est très très important. Le crédit des institutions repose là-dessus. Évidemment, aujourd'hui, les institutions sont très discréditées parce que les problèmes de certification sont aujourd'hui très en dessous de ce qu'on devrait attendre d'eux dans tous les domaines et dans tous les pays. Et le fait est que vous reposez sur la traçabilité plus que sur l'existence de telle ou telle institution. Non, je me repose. Il y a la traçabilité aujourd'hui nouvelle qui apparaît. D'abord, de toute façon, les institutions reposent sur la traçabilité. Cette traçabilité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle repose sur l'historiographie, les archives nationales, la conservation des actes médicaux, enfin toutes sortes de choses, les archives. La traçabilité commence avec les Mésopotamiens et les Égyptiens, surtout les Mésopotamiens. Et puis elle évolue, à partir du moment où l'imprimerie apparaît, elle évolue encore beaucoup, puis à partir du moment où le numérique apparaît, et avant le numérique, la mécanographie, etc., etc. Une banque est un système qui doit conserver des traces. Voilà. La traçabilité est une des questions les plus complexes, les plus importantes des sociétés, ce qu'on appelle les grandes civilisations. Et aujourd'hui, tous les pays sont maintenant dans le système des grandes civilisations. Donc c'est une question fondamentale. Je dis que le numérique est en train de le faire muter très profondément, mais ça ne veut pas dire que les institutions doivent disparaître. Non, je pense au contraire qu'il faut, d'abord qu'il y a des institutions qui existent, qu'il faut les pérenniser, mais les moderniser, comme on dit, et que par ailleurs, il faut réinventer des institutions. Et c'est là que je suis très contre les libertariens, qui disent qu'il faut virer toutes les institutions. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Bernard Stiegler. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et rendez-vous à la prochaine Hop Conférence. Merci.